Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu la loi de répartition et la probabilité thermodynamique pour les statistiques de Fermi-Dirac et de Bose-Einstein. Et nous voulons calculer la limite classique. Alors, par limite classique, nous entendons un cas où on est à haute énergie. Et nous avons vu que dans ce cas-là, les particules doivent se répartir sur des niveaux d'énergie très élevés. D'ailleurs, on le voit avec la répartition Ni0, que nous avions vu. Elle a une forme exponentielle comme ça, et à température très grande, à énergie élevée, à très grande température, elle prend une forme beaucoup plus aplatie, où des niveaux d'énergie sont beaucoup plus élevés sont occupés. Ça veut dire aussi qu'à très haute énergie, on a des niveaux d'énergie très élevés qui sont occupés, et donc, par niveau d'énergie, il y a de moins en moins d'états. Donc la valeur de Ni0 diminue, et elle peut devenir très petite par rapport à 1. Donc, que se passe-t-il quand Ni0 est très petit par rapport à 1? Alors si on regarde les probabilités thermodynamiques de Fermi-Dirac et de Bose-Einstein, elles deviennent quasiment égales, et elles sont égales à ce moment-là au produit des GI exposant NI divisé par NI factoriel. Et si on regarde bien, cette probabilité thermodynamique, à un détail près, c'est la probabilité thermodynamique de Maxwell-Boltzmann. Et le détail en question, c'est le fameux W0, qui a une grande valeur dans le cas de Maxwell-Boltzmann et qui vaut 1 dans le cas des statistiques quantiques. Donc c'est la seule différence. Et on appelle cette distribution probabilité thermodynamique de Maxwell-Boltzmann corrigée. La correction en question étant le fait qu'ici on a des particules qui sont indiscernables, même si on est à haute énergie, même si la répartition sur toutes sortes de niveaux font que le caractère boson ou fermion ne joue plus, le fait est que les particules restent indiscernables. Donc W égale 0, et on obtient W0 égale 1, pardon, et donc on obtient la statistique de Maxwell-Boltzmann corrigée. Dans ce cas-là, quelques calculs montrent que Ni0 est alors égal à Gi fois E exposant moins bêta epsilon I moins mu, et la fonction grand potentiel égale moins KT fois E exposant B mu, bêta mu, fois Z. Z étant la fonction de partition habituelle, somme des GI, E exposant moins bêta epsilon I. À ce stade, on retourne dans du Maxwell-Boltzmann et de fait, on peut à nouveau éliminer le potentiel chimique, mu. On peut utiliser la contrainte n égale somme des Ni0 et éliminer cette grandeur. Et on trouve alors que Ni0 est égal à M sur Z fois Gi fois E exposant moins bêta epsilon I. Et donc cette fonction ne dépend, cette répartition ne dépend que du nombre total de particules, de la température et des niveaux d'énergie à travers lesquels on retrouve l'influence de différents paramètres externes tels que la pression ou le champ magnétique par exemple. Et cette répartition, elle, est tout à fait identique à celle de Maxwell-Boltzmann. Donc on comprend qu'on va retrouver les mêmes grandeurs
que dans la statistique de Maxwell-Boltzmann. Le calcul va donner les mêmes formules, à une différence près. C'est l'entropie. Parce que l'entropie est donnée par K fois le logarithme de la probabilité thermodynamique, et il y a une différence entre Maxwell-Boltzmann et Maxwell-Boltzmann corrigé, c'est le W0. En fait, ce qu'on trouve, c'est que lorsque la température tend vers 0, l'entropie de Maxwell-Boltzmann corrigé tend vers 0. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la troisième loi de la thermodynamique. La première étant la conservation de l'énergie, la deuxième loi étant le fait que l'entropie est toujours croissante, l'entropie totale. Et donc, la troisième loi dit que au zéro absolu, l'entropie est nulle. Ça se comprend. Au zéro absolu, il n'y a plus aucune énergie d'agitation. Toutes les particules, tout le système se retrouve dans son état quantique de base, unique, avec un seul état possible, microscopique, et donc son entropie égale 0. Or, avec Maxwell-Boltzmann, ce n'est pas le cas, à cause du W0. On trouve, pour Maxwell-Boltzmann, un S différent de 0, et même relativement élevé. Ça, c'était une lacune de Maxwell-Boltzmann. Alors, le fait que on retrouve toutes les mêmes grandeurs explique le succès de l'approche de Maxwell et Boltzmann. Maxwell et Boltzmann ont considéré les particules comme étant des corpuscules classiques, obéissant à la physique classique, et ont obtenu de très bons résultats, obtenu de grands succès dans la théorie des gaz. Avec ce petit bémol de l'entropie qui ne s'annule pas quand on tend vers le zéro absolu. Avec la mécanique quantique, quand on a compris que les particules étaient indiscernables au sens fort, au sens que les deux particules comme ça ou comme ça, c'est la même chose, c'est strictement le même état, dans ce cas-là, on apporte donc une correction. Et donc on a introduit la statistique de Maxwell-Boltzmann corrigée, qui consiste à considérer les particules comme n'obéissant pas à des règles de type boson-fermion, mais avec W0 égale 1. Mais n'oublions pas aussi que la statistique de Maxwell-Boltzmann corrigée, ou Maxwell-Boltzmann, n'est applicable qu'avec la condition Ni0 très petit par rapport à 1. Si ce n'est pas le cas, il faut alors appliquer Fermi-Dirac ou Bose-Einstein. En général, à température assez basse, à quelques exceptions près. Alors, pour illustrer cela, on va prendre un exemple très simple, très simple. On va considérer qu'il n'y a qu'un seul domaine, epsilon 1, un seul, donc R est égal à 1, et on va considérer qu'on a G1 égale 1000. Donc un seul domaine avec 1000 cellules. Tous la même énergie. Difficile de faire plus simple. Alors considérons le cas où on a 500 particules. N égale N1, forcément, il n'y a qu'un seul domaine. 500 particules. Alors, si on calcule WFD, alors je vous ai donné les formules dans la vidéo précédente. C'est par exemple ici pour WFD, c'est 1000 factoriel divisé par 500 factoriel et divisé par 500 factoriel. On obtient 1,07 fois 10 exposant 301. 1 suivi de 300 zéros, 301 zéros, c'est un nombre absolument considérable de cas possibles, bien entendu.
On croit, même avec des petits chiffres comme 500 ou 1000, par rapport aux milliards d'atomes qu'on a habituellement, on obtient vite des chiffres énormes. Et le cas de Bose-Einstein donne 2,99 fois 10 exposant 441. Et les deux sont extrêmement différents, puisque celui-ci est 10 exposant 140 fois plus grand. Il y a beaucoup plus d'états de Bose-Einstein. 10 exposant 140, c'est des milliards de milliards, c'est un nombre énorme. Donc les deux résultats sont extrêmement différents. Alors si on refait le même calcul, mais avec n1 égale 10, seulement 10 particules. Dans ce cas-là, on calcule facilement que WFD est égal à 2,62 fois 10 exposant 23. Bon, ça croit un grand nombre, hein, plus de 20 000 milliards de possibilités. Mais à côté du précédent, c'est déjà beaucoup moins. Et pour Bose-Einstein, on obtient 2,87 fois 10 exposant 23. Et cette fois-ci, les deux nombres sont presque égaux, sont presque identiques. En particulier, on peut calculer N1,0. C'est simplement N1 divisé par le nombre de cellules. Et ce qu'on obtient ici, c'est 500 sur 1000, 0,5, 50%, c'est certainement pas négligeable par rapport à 1. Et ici, pour 10, on obtient 0,01, 1 centième. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus petit. Et effectivement, on voit que les deux deviennent presque identiques. Et si on calcule MBC, donc pour la statistique de Maxwell-Boltzmann corrigée, on trouve 2,74 fois 10 exposant 23. Donc on obtient un nombre intermédiaire entre les deux autres. Effectivement, quand on fait le calcul détaillé, à cause du plus ou du moins qu'on a en dessous de la formule des NI0, on constate que les valeurs WFD et BE sont presque égales et WFD un peu plus petit que MBC et BE un peu plus grand que MBC. Et c'est ce qu'on constate ici. Ce qui survient souvent, c'est le logarithme de W. Le logarithme de la probabilité thermodynamique, par exemple dans l'entropie. Alors si on calcule les logarithmes, on obtient 53,94. Pour celui-là, on obtient 54,01. Et pour celui-là, 53,97. Et on voit qu'ils sont presque identiques à 1 millième près, 1/10 de %. Donc l'approximation est plutôt bonne. Voilà un exemple très simple. D'une manière générale, comment savoir quand il faut l'appliquer? Il faut appliquer la statistique de Maxwell-Boltzmann corrigée, qui est évidemment plus simple. On peut éliminer mu, ça simplifie souvent les choses. Mu n'est pas une valeur accessible facilement à l'expérience, donc quand on peut l'éviter, tant mieux. Pour le savoir, il faut donc considérer la colonie ici. Le problème, c'est que les NI0, c'est toute la répartition, on ne la connaît pas à l'avance. Il va falloir justement la calculer. Heureusement, on peut le faire plus simple parce que cette fonction est décroissante. Donc il suffit de considérer le cas le plus élevé, c'est-à-dire N00, le cas d'énergie plus bas. Et on calcule qu'il doit être plus petit que N sur Z. Donc il vous suffit de calculer la fonction de partition en fonction de la répartition des GI et des epsilon I. Vous avez découpé votre domaine, l'ensemble en domaines et en cellules. Vous calculez la fonction de partition, vous calculez N sur Z,
Et à ce moment-là, vous savez si N00, pardon, est beaucoup plus petit que 1 ou pas. S'il est beaucoup plus petit que 1, utilisez la statistique de Maxwell-Boltzmann corrigée. Si elle n'est pas assez petite, alors utilisez la statistique de Fermi-Dirac ou de Bose-Einstein, selon que vous avez des fermions ou des bosons. Voilà, alors là, cette théorie, ça fait beaucoup à avaler, à digérer. Donc on va maintenant passer aux applications. Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter pas mal d'applications. Je vais voir tout un tas d'applications pour Bose-Einstein et Fermi-Dirac. Alors nous allons commencer par la statistique de Bose-Einstein. Nous verrons déjà toute une série d'applications pour Bose-Einstein. Et nous commencerons par un modèle, le modèle de Bose du rayonnement thermique. Je vous remercie.